Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ sur la chaîne. Oui, je vous avais proposé il n'y a pas très longtemps un petit sticker de questions sur Instagram et donc j'avais envie de m'y atteler tout de suite et de faire ça dans la foulée. Donc c'est parti. Alors comme de coutume, je précise que je n'ai pas lu les questions qui m'ont été posées, je me suis contentée de prendre des captures d'écran sans en regarder. Donc je vais découvrir ça un petit peu avec vous aujourd'hui. Il fait très chaud. Je suis désolée pour la qualité dégueulasse de la lumière, mais j'ai pu qu'entrouvrir mes volets parce que c'est une fournaise dehors. Donc je compatis très fort pour ceux qui ont aussi des fortes chaleurs aujourd'hui. Bref, on va pas s'atteler là-dessus, on n'est pas Miss Météo, c'est parti. Alors, première question. Que penses-tu des sirènes? Honnêtement, pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Si, forcément. C'est un mythe que je trouve très intéressant, dans le sens où on a toujours cette image de l'être féminin glamour qui est à la fois attirant et dangereux. Et ça, c'est une thématique qu'on retrouve énormément, et pas seulement au travers du mythe de la sirène, mais qu'on retrouve également chez certaines figures du vampire, en particulier le vampire dans le sens vamp du terme, qu'on va retrouver aussi chez beaucoup de créatures mythologiques qui sont destinés en fait à attirer les humains, en particulier les hommes, en les charmant pour les tuer. On a ce côté femme castratrice, etc. Mais le fait que ces créatures soient souvent associées à l'eau, c'est très intéressant parce qu'on a cette idée d'un élément qui est un élément féminin dans le sens où il est nourricier, puisque la mer, c'est aussi ce qui permet de pêcher, de se déplacer, c'est une source de vie, mais c'est également une source de mort. Donc on a ce côté en fait un peu Eros et Thanatos en fait avec la figure de la sirène, quelque chose qui est à la fois féminin nourricier mais aussi érotique et mortel de l'autre côté, dangereux parce qu'il est facile de s'y perdre. Donc il y a ce côté-là qui s'y frotte, s'y pique un petit peu, ça nous attire, mais on en meurt. J'ai beaucoup aimé aussi le côté l'attrait en fait qui était exercé par le chant dans le mythe d'Ulysse par exemple, où Ulysse veut résister aux sirènes mais il veut quand même avoir l'opportunité d'écouter le chant et il se fait attacher au mât pour pouvoir résister au chant mais l'entendre quand même, donc toucher du doigt à la tentation mais sans y céder pour autant. Donc alors après je ne suis pas pour moi, ce sont des allégories en fait, ce sont des archétypes, ces créatures-là. Je ne crois pas en leur existence physique en tout cas. Pourquoi pas à l'état d'égrégore, pourquoi pas à l'état d'allégorie, effectivement, peut-être des dangers de la mer. Pour moi, ce serait un petit peu plus ça. Mais après, j'avoue que c'est pas forcément un sujet sur lequel je me suis énormément penchée. J'ai une vision du monde des fées et de faerie qui est un petit peu... on va dire qui est plus axée autour de l'idée d'une énergie qui est liée à un lieu ou à un concept, mais qui n'est pas forcément personnifiée sous une figure particulière. Donc pour moi, la sirène, voilà, c'est plus une image allégorique en fait du danger de la mer et de la séduction et de l'attirance qui peut être exercée par la mer, tout simplement. Deuxième question. Très intéressant. As-tu parfois eu du mal à faire cohabiter ton esprit cartésien et certains aspects de la magie? Non, j'ai pas eu parfois du mal à faire cohabiter ça, j'ai tout le temps du mal à faire cohabiter ça, honnêtement. Je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien, vraiment, vraiment beaucoup. Ça paraît, je sais, ça paraît complètement fou. On dit, attends, t'es sorcière, tu crois en des choses, mais t'es cartésienne? Y aurait-il pas Diplodocus sous gravier dans cette histoire? Oui, je suis assez d'accord, il peut y avoir Diplodocus sous gravier dans cette histoire, mais je suis de ces personnes-là qui vont se dire que quand on entend un bruit de sabot, il y a quand même beaucoup plus de chances pour que ce soit un cheval plutôt pour que ce soit un zèbre. Donc je cherche toujours une explication rationnelle avant tout. Je cherche toujours l'explication la plus matérielle possible, la plus tangible possible. Des fois, je passe à côté de certains trucs, du coup. Et oui, c'est pas forcément facile de faire cohabiter les deux parce que quand on accepte en fait l'existence de la magie, l'existence de l'invisible, on accepte aussi de ne pas savoir certaines choses, de ne pas avoir certaines preuves, et du coup d'être dans le domaine de la croyance. Et ça, quand on est cartésien, la croyance, c'est pas facile. C'est pas simple du tout. Donc oui, j'ai du mal des fois à faire cohabiter les deux et souvent ça me porte préjudice parce que du coup je passe à côté de certaines infos, je passe à côté de certains messages et disons qu'il faut qu'on me matraque pour que je comprenne un truc. On en parlait justement il n'y a pas très longtemps, j'ai été invitée, j'ai eu la chance d'être invitée dans l'émission de la radio du Lotus.
Et on parlait des signes, justement, du fait de recevoir des signes, etc. Et avec ça, j'ai des soucis parce que si l'univers veut m'envoyer des signes, il a intérêt à être patient et il a intérêt à avoir envie d'en envoyer beaucoup parce qu'il faut m'attraquer pour que enfin je me dise oh, il y a peut-être un truc là. Peut-être, on sait pas. Donc oui, j'ai toujours cette tendance-là à chercher d'abord l'explication rationnelle, d'abord l'explication non magique, avant de chercher forcément l'explication magique qui vient vraiment en dernier bout de course. Je suis un petit peu comme Sherlock Holmes en fait. Une fois que tout le possible a été éliminé, eh bien ça veut dire que c'est l'impossible qui devient possible au final. Mais oui, j'ai ce côté très très terre à terre. Parfois peut-être un peu trop, et il m'en faut beaucoup pour que j'écoute mon intuition, que j'écoute ma petite voix et que j'écoute aussi les autres choses. Donc oui, ça porte préjudice. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est un moindre mal, parce que je pense que c'est beaucoup plus problématique quand on est dans l'inverse. C'est-à-dire quand on pense que tout est signe, et que tout est magie, et que tout est surnaturel, etc. Et là, je pense qu'on peut très vite tomber dans l'illusion, à prendre des vessies pour des lanternes, et à être dans un excès en fait, à chercher finalement de l'irrationnel partout, alors que le monde est quand même à 95% rationnel. Donc ce qui fait aussi la beauté de la magie, c'est son caractère assez exceptionnel, son caractère justement surnaturel qui est par-dessus le naturel. Et pour être par-dessus le naturel, faut quand même qu'il y ait du naturel. Sinon, ça fonctionne pas. Donc, je pense que quand même, même si c'est un travers d'être trop terre à terre, je pense que c'est moins dangereux, on tombe moins facilement dans l'illusion que dans le cas inverse. Donc, je me dis, c'est un moindre mal, on va dire. C'est un défaut qui est un moindre défaut. Bon, je me console peut-être un peu comme ça, je ne sais pas. Quels sont les liens entre les runes et l'astrologie ? Il n'y en a pas. Voilà, c'est New Age, c'est des ajouts, il n'y en a pas, puisque l'astrologie, nous, telle qu'on la pratique, n'était pas du tout pratiquée comme ça par les peuples nordiques et germaniques qui sont à l'origine des runes. Donc il n'y en a pas, tout simplement. Comment t'es venue l'idée d'une année en magie ? Alors, comment m'est venue l'idée d'une année en magie ? Alors, pour petit rappel, si jamais vous n'avez pas suivi, une année en magie, c'est un programme mensuel que je propose sur une plateforme de financement de mécénat en fait public qui s'appelle Patreon et qui vous propose tous les mois de recevoir un contenu exclusif sous la forme d'un livret. Un livret qui fait quand même en 90 et 110 pages selon les mois, ça dépend. Donc c'est du bon gros livret quand même. Et éventuellement aussi, selon les abonnements, 4 vidéos supplémentaires autour de différentes thématiques qui sont donc l'agenda, qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci, une pratique magique qu'on va détailler en pratique, en théorique et en pratique, une découverte de l'oracle Le Petit Le Normand pour cette année, et une question posée par un abonné, et donc sur laquelle j'essaye de trouver des billes et des inspirations. Voilà, bref, en gros, c'est l'idée générale. Si jamais ça vous intéresse, tous les liens sont dessous. Alors, c'est quelque chose que je propose depuis pas mal de temps, puisque là, on est au milieu de la 5e année déjà. Ça va vite. Donc j'ai commencé ça en février 2019. Alors en réalité, c'était une idée que je travaillais depuis bien plus longtemps que ça, puisque c'est un projet que j'ai mis 2 ans à monter. Si jamais, pareil, vous n'avez pas suivi, j'ai eu plusieurs vies, plein de vies avant d'être ici. J'ai fait des études d'histoire de l'art et archéologie. J'ai travaillé dans l'archéologie également. Mais ensuite, j'ai bifurqué vers l'enseignement. J'ai été professeure des écoles, j'ai été prof d'anglais, j'ai été formatrice de préparation d'aide aux examens, notamment le brevet et le baccalauréat, mais aussi les concours d'entrée aux grandes écoles. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. J'ai été surveillante, j'ai été journaliste, j'ai été cartomancienne, bref, j'ai fait plein de choses. Mais ma véritable passion depuis toujours, c'est l'écriture. Depuis toujours, je sais que je veux écrire. Depuis toute petite, j'écris de toute façon depuis que je suis une gamine. Et je voulais écrire. Et alors écrire des livres, certes, mais je voulais aussi faire quelque chose qui soit plus actif, parce que gagner sa vie en écrivant des livres, c'est extrêmement difficile, puisque les droits d'auteur, c'est copec, on va pas se mentir, à moins d'être Stephen King ou J.K. Rowling, mais on n'est pas tous des Stephen King et des J.K. Rowling, faut pas se mentir. Donc j'avais vraiment envie de faire ça, et j'avais envie, alors au départ mon idée c'était de créer un webzine,
Mais un webzine, c'était quand même quelque chose qui aurait demandé une maîtrise graphique que je n'ai pas. On va pas non plus se mentir. Je suis pas capable de faire un webzine parce que ça demande des qualités graphiques très particulières. C'est un métier. Hein, et je suis loin d'être graphique et je suis très loin d'être web designer. Et puis, le format webzine était trop court pour moi. Je pense que vous l'avez compris, celles et ceux qui suivent Une année en magie, justement, vous savez que j'écris long. Je fais beaucoup de... Voilà, on a du mal à m'arrêter. Hein. Et j'avais envie d'un format, en fait, plus large que ça. Au départ, je m'étais dit pourquoi pas travailler en autopublication, et puis en fait, c'est extrêmement compliqué. Et puis, en fait, je me suis dit... ça n'existait pas encore à l'époque. Il y avait quelques formations en ligne qui étaient très différentes de ce que moi je propose. Et j'aimais pas trop l'idée non plus de faire une formation dans le sens je me pose, je suis votre mentor, je vous dis quoi faire, quoi penser, où aller. Et je me suis dit je vais mixer les deux en fait. J'ai mixé cette idée de formation parce que j'ai un côté... J'adore la pédagogie. J'adore ça, j'adore transmettre. Je pense que voilà, si j'aurais pas cette chaîne YouTube, si j'avais pas cette fibre-là, et j'aurais pas travaillé dans l'enseignement pendant toutes ces années, si j'avais pas cette fibre-là, parce qu'entre les cours que j'ai donnés, les formations, le fait d'être prof, etc., j'ai travaillé dans l'enseignement de 2008 à 2016. Donc j'ai travaillé 8 ans là-dedans. J'aurais pas travaillé 8 ans dans l'enseignement si j'avais pas eu l'envie de transmettre et l'envie de pédagogie, et l'idée du webzine qui était quelque chose de beaucoup plus large, et je me suis dit pourquoi pas créer un fascicule autour de différentes thématiques, prendre une trame de différentes thématiques et écrire non pas des articles mais des dossiers en fait de recherche dessus, sachant que des recherches j'en fais pour moi depuis toujours, et que j'avais d'énormes piles de dossiers, de ressources, de bouquins qui dormaient en fait uniquement pour moi, et dont je faisais des choses moi, mais je me suis dit pourquoi pas essayer de les transmettre en fait de cette façon-là. Pourquoi garder toutes ces recherches juste pour moi, c'est un peu dommage. C'est peut-être trop disparate pour faire un bouquin, mais c'est suffisamment conséquent pour faire quelque chose de plus. Et donc au départ j'étais partie sur la thématique de se dire on va essayer de faire ça sur le rythme d'une année, avec les sabbats et les esbats au départ, parce que c'était essentiellement sur les pleines lunes et sur les sabbats. Et puis après, voilà, je me suis dit pourquoi pas en fait aller plus loin que ça et prendre des thématiques sur le mois et essayer de se dire tiens, je vais donner aux gens des dossiers, des connaissances, des choses qui vont peut-être les sortir de leur zone de connu, leur faire découvrir des choses, toucher à des méthodes de divination, aller voir des dieux, aller voir des spiritualités annexes, bref, faire des recherches en fait, parce que je suis une bête à recherche, j'adore ça, c'est mon truc. Et donner ces recherches en fait en échange d'une contrepartie financière, parce que mine de rien ça prend du temps, mais sous une forme beaucoup plus libre qu'un webzine et beaucoup plus large qu'une formation, parce qu'une formation est forcément orientée vers quelque chose et je voulais pas m'orienter vers quelque chose. Et donc a commencé à germer cette idée d'une année en magie qui a commencé à popper un petit peu de temps en temps. Bon, j'ai fait des études de marché, je me suis penchée là-dessus, j'ai commencé à travailler dessus, j'ai engrangé des choses, je me suis demandé si ça pouvait plaire, j'ai commencé à écrire, donc j'ai mis 2 ans là-dessus. Et je l'ai lancé sous cette forme-là. La première année, c'était un peu un test. Ça a très très bien marché. J'étais ravie. Et du coup, j'ai voulu le reconduire. Et du coup, je fais ça maintenant tous les mois. Alors, effectivement, ça marche sous forme de... Vu que j'avais commencé en février et que je m'étais dit, je vais faire ça sur 1 an, je l'avais appelé Une année en magie. Donc, ça avait une unité d'année. Mais en réalité, c'est des choses qui sont complètement indépendantes. Et chaque numéro peut être lu comme ça, sans avoir suivi les numéros d'avant ou sans même avoir l'intention de suivre les numéros d'après. Donc, voilà. C'est vraiment une opportunité pour moi de partager toutes ces recherches que j'ai, que je fais encore parce que j'aime ça, je suis tout le temps en train de faire des recherches et je trouve ça super dommage de le garder pour moi et de pas le transmettre, alors que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les billes pour faire des recherches. D'ailleurs là-dessus, on fera une vidéo très prochainement sur la mécanique de recherche. Et voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément les ressources, qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont pas forcément l'envie de le faire. Donc du coup, je me suis dit, moi, vu que j'adore faire ça, autant le faire pour eux, autant le faire pour vous. Donc c'est pas une formation, mais c'est, voilà, moi j'ai tout ça, je vous le transmets, puis après vous en faites ce que vous voulez, vous allez plus loin, ou vous allez pas plus loin, ou voilà.
Donc voilà, c'est venu comme ça en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, et pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Et c'était mon rêve, et c'est vraiment ce que je voulais faire, et je m'épanouis à fond les ballons dedans. Et puis j'espère que ça vous aide un petit peu aussi. Voilà. Désolée, je me suis épanchée. Faut pas me lancer sur des trucs comme ça, ma passion. Ouf! En parlant de s'épancher, crois-tu en la réincarnation? Que penses-tu qu'il y ait après la mort? Alors, je crois aux vies antérieures, donc nécessairement, je suis obligée de croire en la réincarnation. Après, on en avait parlé ça d'ailleurs dans Une année en magie, dans la perception du temps, une fois la barrière de la vie passée après la mort, quoi. De se dire que comment est-ce qu'on peut communiquer, comment est-ce qu'on peut croire en la réincarnation tout en croyant à la communication avec les défunts. Parce que du coup, si on se réincarne, on peut pas rester derrière le voile et communiquer avec les défunts. Et moi, j'ai cette idée, en fait, qu'une fois la vie terminée, alors c'est vraiment mon ressenti, mon idée, c'est ce que j'ai envie de croire. Ça veut pas dire que c'est vrai, hein. J'ai cette idée qu'une fois la barrière passée, le temps n'existe plus. Déjà, le temps n'existe pas, on est d'accord, mais nous, on vit dans un monde où on se berce dans l'illusion que le temps existe, où on lui met des unités, on lui met des frontières qui en fait ne lui appartiennent pas, pour essayer de régenter tout ça, parce que ça nous dépasse et qu'on n'aime pas les choses qui nous dépassent, donc on essaie de compenser avec des trucs artificiels, et notre monde est régi par le temps, qui en fait est une donnée complètement artificielle, et je pense qu'une fois, ou j'ai mal pensé, qu'une fois la barrière franchie, justement, toutes ces données artificielles disparaissent. Et qu'on peut être à la fois ici et là-bas. Et parce qu'il n'y a pas à la fois, en fait. Il y a plus de temps, il n'y a plus de présent, il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien. On est dans une perception temporelle qui est absolument inenvisageable pour nous, qui est inexplicable. Et du coup, qu'il y ait peut-être de notre perception du temps à nous, un laps de temps où la personne est en transit de l'autre côté entre sa mort et sa réincarnation, où là on peut communiquer avec elle. Laps de temps qui pour nous est perceptible à différentes échelles de perception du temps, mais qui pour le défunt ne l'est pas. Et à la fois une possibilité de réincarnation du coup avec ça. C'est ce que j'aime à penser. Alors pourquoi je crois en ça ? Parce que j'ai eu des expériences qui corroborent les deux choses. C'est-à-dire que j'ai eu des réminiscences de vie antérieure, et le plus marrant de tout ça, c'est que en plus j'ai eu des contacts avec une thérapeute énergéticienne qui m'avait raconté une de mes vies antérieures que j'avais déjà vue. Et on se connaissait pas du tout. Mes vies antérieures, je n'en parle jamais, je les ai jamais racontées sur les réseaux ni quoi que ce soit, ou en tout cas très très peu. Et j'ai été complètement bluffée parce qu'elle m'a raconté exactement ce que moi j'avais vu. Donc je me suis dit là quand même, c'est peut-être pas une coïncidence, c'est un peu bizarre que cette personne que je connais ni d'Ève ni d'Adam me déballe ça. Et j'ai communiqué avec des défunts, et là encore j'ai eu des preuves où là voilà, mon esprit cartésien il a pas pu... Quand tu te mets à écrire dans une langue qui n'est pas la tienne, que tu n'as jamais apprise, et que quand tu fais vérifier ce que tu as écrit par quelqu'un qui a lu cette langue et qui te dit ouais c'est très bien, grammatiquement c'est nickel, t'es obligé de te poser des questions. Voilà. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que... Et je m'étais posé cette question à me dire, mais du coup, est-ce que l'un n'exclut pas l'autre ? Puis au final, en y réfléchissant, tu te dis en fait non. À partir du moment où tu pars du principe que le temps n'existe pas, ça y est, le problème est résolu. Voilà. Donc voilà ce en quoi moi je crois. Après, ça veut pas dire que c'est vrai, ça veut pas dire non plus que... Voilà. Pas parce que moi j'ai eu des preuves de ça et que vous avez eu des preuves différentes qu'on peut s'exclure aussi. C'est-à-dire que je pars du principe que peut-être que ma réalité est réelle pour moi, mais pas réelle pour quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre aura une réalité qui sera vraie pour lui ou pour elle, et qui ne le sera pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a peut-être plusieurs univers. On ne sait pas. On n'en sait rien, et j'aime bien en fait ce flou. J'aime bien le fait qu'on sache pas vraiment ce qu'il y a derrière. Je crois en certaines choses, mais je crois surtout que ce que moi je crois savoir, c'est qu'une toute petite partie de ce qui est vraiment. Et qu'il faut rester dans cette ignorance-là, c'est important. Et je me rassure toujours en gardant en tête une des répliques favorites de ma grand-mère, qui disait toujours que la mort, ça devait pas être si terrible parce que personne n'était jamais revenu pour se plaindre. On va se laisser sur cette phrase de sagesse, on fera pas mieux.
Coucou Lyra, et si on parlait de vidéos do it yourself? Merci pour tous tes partages. Bah pourquoi pas? Bah écoutez, si vous avez envie de... Ouais, c'est une idée rigolote. Si jamais c'est faisable avec le matériel que j'ai et avec mes compétences, si jamais vous avez des envies de vidéos do it yourself, bah mettez-les dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. Mais ouais, ce serait sympa comme idée, pourquoi pas? Alors, une question, bah là du coup tu anticipes. Quelle méthodologie tu utilises pour tes recherches et trouver des infos fiables? Alors c'est peut-être toi qui m'as posé la question dans la dernière FAQ sur laquelle j'ai répondu sur Instagram, c'était il y a quelques jours, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va paraître. Pour moi c'était hier, pour vous c'est peut-être avant-hier, avant-hier, j'en sais rien, je sais pas combien de temps je vais mettre à monter cette vidéo. Mais je prépare en fait une vidéo là-dessus, parce que c'est un sujet qui est très vaste, qui me tient beaucoup à cœur, je pense que vous l'avez compris avec ma tirade de tout à l'heure, où je vais vous donner en fait ma méthode et quelques billes qui vont vous permettre vous aussi de faire des recherches si vous avez envie et de pas être complètement submergé par rapport à ça. Donc on se retrouve très vite pour en parler. Ce sera peut-être pas la semaine prochaine, mais je vous fais ça dans le courant de l'été. Purée, pourquoi c'est écrit si petit là, d'un coup? Bonjour Lyra, comment savoir que l'on communique bien avec un défunt et pas avec autre chose? On n'est jamais sûr à 100%. Alors évidemment, il y a pas mal de choses à mettre en place quand on est dans le spiritisme pour prendre le plus de précautions possible, mais on n'est jamais sûr à 100%. Tout comme on n'est jamais sûr à 100% que quand on va prendre sa voiture, on n'aura pas d'accident. On a beau avoir passé le permis, on a beau mettre sa ceinture de sécurité, avoir une voiture hyper sécure, respecter le code de la route, être hyper attentif, prendre toutes les précautions possibles, à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre qui rentre en ligne de compte, il y a un facteur d'incertitude. Là, en l'occurrence, en voiture, c'est les autres usagers de la route. Et en spiritisme, eh ben, c'est les autres usagers qui éventuellement font du spiritisme avec vous et les esprits qui sont autour. Alors, évidemment, la chose à faire, je compare souvent le spiritisme avec le fait de faire du porte-à-porte ou de passer un coup de téléphone. Si on passe un coup de téléphone en faisant un numéro au hasard, il y a de fortes chances pour qu'on tombe sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, plus que sur quelqu'un qu'on connaît, et il y a de fortes chances que ce soit mal perçu et on peut faire des mauvaises rencontres. C'est la même chose si on fait du porte-à-porte, si on va frapper à une porte qu'on connaît pas, il y a quand même un facteur risque où on se dit on peut déranger quelqu'un et on peut potentiellement s'exposer à une certaine agressivité ou peut-être à une certaine malveillance. Par conséquent, c'est toujours bien d'essayer de viser avant. Donc on essaye de tout mettre en œuvre pour contacter quelqu'un de précis. On évite en général à tout prix quand on fait du spiritisme de dire je voudrais contacter mes ancêtres ou les esprits ou enfin, rester vague, c'est jamais une bonne idée. Ça revient à se rendre dans le premier quartier venu, à frapper à la première porte venue, à faire « Hey, je viens manger chez toi, t'es content ?» Il y a de très fortes chances pour que ce soit non, la réponse. Globalement. Et vous pouvez même vous en prendre une dans le museau. Donc, voilà. Donc on essaye d'être le plus précis possible. Pour ça, bien entendu, on essaye d'avoir le nom complet de la personne avec le max d'infos la concernant. Donc si on a son nom complet, sa date et son lieu de naissance, sa date et son lieu de décès, éventuellement de mariage, des anecdotes, des surnoms, plus on va essayer d'être précis dans l'évocation de la personne qu'on essaie de contacter et plus on va avoir de chances de tomber dessus. Et une chose qui peut être très intéressant à posséder aussi, c'est un vecteur, un témoin. C'est-à-dire un objet qui lui a appartenu, un échantillon de son écriture, une photographie, un bijou qu'il ou elle a porté suffisamment longtemps pour être marqué de son énergie, ça peut être quelque chose qu'il ou elle a confectionné, bref, quelque chose qui rattache énergétiquement un objet à la personne en question. Et en fait, ça va vraiment travailler comme une adresse ou comme un numéro de téléphone. Il est possible de faire un faux numéro, ça arrive. Mais quand on connaît le numéro qu'on veut composer, il y a quand même moins de chances de se tromper que quand on le fait au pif. Si jamais vous voulez appeler quelqu'un de précis et que vous faites un numéro au pif, vous avez très très peu de chances de tomber sur cette personne-là. En revanche, si vous connaissez bien le numéro, il y a certes des chances que vous le tapiez mal, mais c'est très 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 réduit par rapport à la première solution. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Donc on essaye vraiment d'être le plus précis possible et de contacter quelqu'un
en particulier. Et une fois qu'on est en ligne, entre guillemets, avec cette personne-là, on pose quelques questions avant pour être sûr, on n'est jamais sûr à 100% parce qu'il y a des esprits qui peuvent mentir, mais pour être à peu près sûr qu'on est bien en lien avec la personne. Par exemple, on va lui demander des anecdotes, on va lui demander quelques réponses, des choses que seule cette personne-là connaît, des souvenirs, des choses comme ça. Alors, évidemment, il y a certains esprits qui sont suffisamment malins pour trouver les bonnes réponses. Cela dit, se faire passer pour quelqu'un d'autre, même pour un esprit, ça a ses limites. Si vous connaissiez bien le défunt en question, vous allez vous en rendre compte très vite. C'est comme quand quelqu'un vous fait une blague au téléphone en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Vous allez reconnaître que les formations de phrases ne sont pas les bonnes, que les intonations ne sont pas les bonnes. Sachant que les esprits qui sont généralement un peu trublions, ils vont avoir des soucis justement, en particulier les esprits qui n'ont jamais été incarnés, qui sont ceux qui posent des problèmes en général, n'ont pas ou peu de perception temporelle, à cause de ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que le temps n'existe pas. Le temps tel qu'on le connaît nous, il n'existe que parce qu'on l'a défini nous en tant qu'humains, et parce qu'on nous apprend à le ressentir quand on est petit. C'est pas quelque chose d'inné, du tout. Par conséquent, si vous contactez quelqu'un, demandez-lui de parler des événements historiques qui sont survenus de son vivant. Et ça, un esprit qui a jamais été incarné sera incapable de vous le dire. Donc ça, c'est des petites billes, vous voyez, mais qui peuvent être très utiles dans ce genre de cas. Et ça, généralement, c'est un truc qui est absolument... qui peut être d'une très grande aide. Ça, je pense que s'il n'y a qu'une seule question à garder, c'est celle-là. D'ailleurs, chose intéressante, c'est que nous, quand on fait en fait la séparation entre le conscient et l'inconscient, notre perception du temps disparaît. Faites le test un jour si vous arrivez à avoir un rêve lucide, essayez de voir l'heure dans votre rêve. Vous allez voir que c'est impossible d'avoir une heure qui est logique et qui est pertinente et qui est tangible. C'est-à-dire que vous allez regarder l'heure, va y avoir cette heure-là, vous allez la regarder juste après, et en fait le temps aura bougé, aura remonté, les aiguilles tourneront à l'envers. C'est impossible d'avoir une perception du temps cohérente dans un rêve. Pourquoi ? Parce que ça, c'est quelque chose qui est uniquement propre au conscient. Et le conscient, quand on dort, quand on rêve, eh ben, il est aux abonnés absents. C'est l'inconscient qui prend le dessus. Un esprit désincarné n'a pas de conscient. Du coup, il ne peut pas avoir de perception du temps. Même si, demandez-lui ce que cette personne, à quelle heure cette personne est née, si jamais vous avez cette information, ou demandez-lui, demandez-lui à quelle heure vous vous êtes levé, vous, ce matin. Alors, peut-être que l'esprit de votre défunt ne le saura pas non plus, mais l'esprit de votre défunt va peut-être avoir le réflexe de dire « tu dois te lever vers 7h30, un truc comme ça », alors qu'un esprit désincarné, il va vous répondre « gloubi-boulga », quoi. Donc, vous voyez, jouez avec ça. Jouez avec ça parce que la perception du temps, c'est un truc qui peut les mettre complètement en PLS. Et ça marche en général assez bien. Alors là encore, c'est pas une science exacte. Vous pouvez tomber sur un petit malin qui peut feinter. Mais généralement, ça aide bien, quand même. Où en étais-je ? Oui. Comment perçois-tu les énergies et ou les esprits dans ta pratique ? On est sur une thématique très, très spirit aujourd'hui. Alors, moi, j'ai pas... j'en parlais également dans l'émission de la radio du Lotus l'autre fois. J'ai une perception qui est très faible, en fait. Je suis pas un médium extraordinaire, je ne vois quasiment jamais rien. C'est très rare quand je vois des choses. Il m'est arrivé d'entendre des trucs, mais vraiment très ténus. J'ai touché quelque chose une fois. Étonnamment, c'est passé par le toucher, alors que c'est pas un sens qui est très développé chez moi, mais c'est passé par le toucher. Mais généralement, c'est plus une espèce de perception, vous savez, l'espèce comme le pressentiment en fait, le truc où on sait, on se dit waouh, là, je sais en fait, je sais ça. Un petit peu comme quand vous êtes sur le point de rentrer dans une pièce et que waouh, vous dites il y a un truc bizarre dans cette pièce, je me sens pas bien. Et en fait, il y a des gens qui viennent juste de se disputer dans cette pièce-là et ça laisse une espèce d'atmosphère où vous rencontrez quelqu'un et vous dites « Wow, toi, aujourd'hui, ça va pas. » La personne n'a encore pas dit un mot, mais vous le sentez. Vous voyez ce genre de perception qui finalement n'ont rien de surnaturel. C'est très humain, c'est très animal comme perception. Mais j'ai cette perception-là, en fait. Mais après, j'ai jamais vu d'entité, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Eh oh, bonjour, appelle-moi ». Ça n'est pas arrivé. Mais j'ai plus cette espèce de perception intuitive, de l'espèce de ressenti, la petite voix intérieure qui fait « Waouh,
Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est très sommaire en fait au final. Hein. J'ai pas ce truc. Je vois des gens, plein de gens qui disent moi j'entends, je vois. Moi non, hein, on va pas se mentir, je suis très, très modeste dans cette perception-là. Des idées de ressources sur la magie traditionnelle italienne. Alors la magie traditionnelle italienne, j'en avais fait un dossier dans une année en magie. Je sais plus. Je vous mettrai la référence du numéro en barre d'information parce que là, du coup, vu que j'ai pas anticipé ça, j'ai pas mon carnet où j'ai tous mes sommaires. Donc ça s'appelle la Stregaria. Je m'y étais intéressée, donc il y avait une bibliographie à ce moment-là. Honnêtement, je les ai plus en tête parce que c'est pas du tout une voie de la magie que j'explore personnellement. Mais j'ai fait un dossier dessus dans une année en magie, je te mettrai les références, la référence et je te mettrai le lien également si jamais ça t'intéresse du numéro en question sur Etsy parce que tous les anciens numéros sont sur Etsy donc si jamais tu veux, je te mets tout ça en dessous. Mais moi j'ai pas de... c'est pas quelque chose que j'ai exploré au-delà de ce dossier-là parce que c'est pas quelque chose avec lequel je me sens... Enfin c'est pas quelque chose duquel je me sens proche. Voilà, mais c'est passionnant par contre, hein. C'est super intéressant. C'est la meilleure question du jour. Quand vas-tu enfin te mettre à table? Jamais! Jamais de table, il n'y aura jamais de table chez moi. Ah oui, je sais que ça c'est un truc qui vous a mis en PLS sur Instagram, quand j'ai fait enfin mon coming out sur mon secret honteux. Je n'ai pas de table chez moi. Et sachez également, si vous avez vraiment envie de vous acheter, que je n'ai pas non plus de télévision, que je n'ai pas non plus de four à micro-ondes. Voilà. Désabonnez-vous. Non, j'ai pas de table chez moi. J'ai une table basse, mais je déteste les tables. Voilà. Donc jamais. Si un jour vous me voyez à table, bah dites-vous que justement c'est probablement pas moi et c'est sûrement un esprit désincarné. Moi, ne me posez pas de questions sur le temps parce que pour le coup, là, comme les esprits désincarnés, j'ai aucune notion du temps. Par contre, parlez-moi des tables et vous saurez tout de suite si c'est moi ou si c'est pas moi. Une pierre à conseiller pour la manifestation, ben le pavé. Du coup, en tout cas en 68, ça marchait très bien dans les manifestations. Pardon, je suis désolée. Dans la manifestation, ben après tout dépend. Enfin, la manifestation, c'est quand même quelque chose qui est très très vaste. Donc tout dépend de ce que tu souhaites faire manifester. Très honnêtement, je vais rester dans du extrêmement classique, extrêmement basique, mais si tu veux un truc qui soit passe-partout et qui marche bien là-dedans, je te dirais l'améthyste. Des fois, il ne faut pas aller chercher très très loin. C'est une pierre qui connecte très très bien avec ce genre de choses-là. Après, là encore, il faudrait être plus précis au niveau manifestation, parce que la manifestation, c'est comme la protection, c'est un terme un peu fourre-tout dans lequel on peut mettre des choses extrêmement diverses. D'ailleurs, la protection, on va avoir l'occasion d'en reparler très bientôt. Et... sans précision, je peux pas te dire plus. Mais honnêtement, l'améthyste, c'est un go-to qui est tout à fait acceptable, je pense. Et enfin, dernière question. Ouf! Dernière mais non des moindres. Comment vois-tu les années à venir? Alors, c'est-à-dire les années à venir pour moi ou pour le monde? Parce que du coup, c'est pas pareil. Alors, du coup, pour le monde, j'en sais rien. Et honnêtement, au vu de tout ce qui se passe en ce moment... je crois que je veux pas le savoir parce que bon, j'ai toujours cette espèce de côté. Alors, je suis pas quelqu'un de très optimiste, mais je suis quelqu'un qui a de l'espoir. Donc voilà, sans être optimiste, je pense qu'on peut être quelqu'un qui a de l'espoir en étant pessimiste aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'espoir de quelque chose de mieux tout en s'attendant au pire aussi. Donc je suis un petit peu dans cette idée-là, je me dis, bon, je m'attends toujours plus ou moins au pire, mais j'essaye de me dire que peut-être que je me trompe et que j'espère me tromper. Voilà, on va dire. J'espère avoir tort, honnêtement. Et j'espère aussi que vous n'entendez pas la machine que mon voisin est en train d'utiliser et qui fait énormément de bruit. C'est formidable. Mais voilà, je me dis j'espère ce genre de choses. Voilà, j'ai ce côté un petit peu... c'est peut-être un peu bisounours, j'en sais rien. J'espère que je me plante, honnêtement. Alors en ce qui me concerne moi, comment je vois les années à venir,
je ne sais pas. J'aimerais de tout mon cœur continuer dans la lancée dans laquelle je suis, continuer à pouvoir travailler sur une année en magie, continuer à pouvoir vous transmettre tout ça parce que c'est vraiment mon moteur, c'est vraiment ma passion, c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me motive. C'est ce qui me ferait me lever le matin si j'étais pas levée le matin par un impératif beaucoup plus impérieux qui est le fait que je boive 2 litres d'eau par jour. Mais, bref, vous avez compris. Donc j'aimerais pouvoir continuer là-dessus, continuer sur l'écriture aussi parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Donc vraiment c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir continuer à faire aussi longtemps que possible. Travailler toujours dans ce domaine-là. Je ne peux pas travailler dans autre chose que ça, c'est pas possible. Je me vois pas du tout faire un autre métier que celui-là. Et, et je ne me vois pas surtout m'écarter de ce chemin sur lequel je suis, qui est ce chemin spirituel, puisque je suis dessus depuis toute petite. Donc je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. On est vraiment dans une période où il est très difficile de se projeter. Vraiment, c'est très dur. Je pense que on est tous dans le même bateau, que ce soit professionnellement, financièrement, socialement. On voit bien qu'on a des trucs complètement improbables qui nous tombent sur le coin du nez et qu'on n'aurait pas du tout anticipé et qui arrivent en ce moment. On se dit on va pas pouvoir avoir autre chose de plus inattendu et l'univers nous dit si, attends, il m'en reste encore. Donc c'est très difficile de se projeter. Mais j'espère en tout cas, j'espère de tout mon cœur pouvoir continuer dans cette lancée-là, pouvoir développer cette lancée-là. J'ai pas mal de projets d'écriture, donc j'aimerais bien pouvoir les mettre en place rapidement. Ils vont être mis en place, mais voilà, on va tout faire pour que ce soit mis en place le plus vite possible. Et en tout cas, continuer sur cette lancée-là, parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me motive, et c'est ce qui fait que j'ai l'impression que ma vie a du sens, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu un petit peu à vos questions. C'était particulièrement intéressant cette fois-ci. Alors, je dis pas que les autres fois ne l'étaient pas, mais il y a eu des questions qui n'avaient jamais été posées sous cet angle-là et vous avez été très inspirés. Merci beaucoup. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à la partager, ça soutient la chaîne, ça me soutient moi et c'est très important. Si vous voulez me soutenir plus activement, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur Ko-fi, vous avez le lien qui est juste dans la description, ou pourquoi pas rejoindre le programme Patreon sur une année en magie, donc si vous voulez encore plus de ma prose indigeste et encore plus de mes vidéos tous les mois, je vous mets encore une fois le lien en description. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez un très très grand soin de vous, portez-vous bien, hydratez-vous, buvez 2 litres d'eau par jour, mangez vos fruits et vos légumes, soyez gentils avec les gens, et puis surtout, le plus important, restez magique. À très vite, bye.